L'écologie, ça voulait dire le tri des déchets. Alors aujourd'hui, ça paraît dérisoire, mais à une époque, c'était un premier pas. Et c'est vrai que moi, je m'y suis intéressée en fait au travers du zéro déchet. Et puis petit à petit, à force de lire, de me connecter, alors grâce à nos réseaux, finalement maintenant, on nous suggère du contenu. Et donc, petit à petit, je suis montée en compétence sur ces sujets. Et en fait, j'ai eu une amie qui a lancé sa petite entreprise. Et donc, c'est elle, en fait, qui m'a parlé de la fresque. Et donc, un jour, on s'est dit, tiens, finalement, est-ce qu'on n'essaierait pas avec des consultants pour voir ce que c'est, quel est le contenu. Et donc, on l'a fait venir. Elle nous a dispensé la fresque. On s'est dit, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas quelque chose à déployer de façon plus globale ? Merci. Virginie. Alors moi j'avais été bluffée en fait tout simplement par la première fois que j'avais fait la fresque et je me suis dit c'est un outil incroyable pour sensibiliser et pour impacter, pour se rendre compte justement des enjeux, des impacts de nos activités humaines sur la planète, sur la biodiversité et in fine la boucle est bouclée sur la santé humaine finalement. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument essayer de faire quelque chose là où j'étais. Ce que j'avais commencé à faire il y a 1 an et demi dans une entreprise du groupe Bouygues dans laquelle je travaillais qui s'appelle Wojo. Et arrivé ensuite à la holding du groupe Bouygues, je me suis dit que là il y avait un impact fort à avoir si on arrivait à relever ce challenge de le déployer massivement dans les 5 métiers du groupe qui représentent 130 000 collaborateurs. Alors pour Céline, c'est encore un peu particulier parce qu'elle en a fait un petit peu l'objet de sa reconversion. Donc, tout à fait. Donc pour moi, en fait, le cheminement à la sensibilisation, il a commencé il y a quelques années. Au début, l'environnement, le climat, c'était un sujet, il fallait que je m'en occupe. Et puis un jour, j'ai vu une conférence d'un monsieur qui est passé ce matin et j'ai fait « Ah non, en fait, c'est le sujet central ». Et j'ai décidé de voir ce que je pouvais y faire à titre professionnel. Donc j'ai entamé un chemin de reconversion dans ce sens-là. Et puis à un moment, j'ai fait un atelier, la fresque du climat. Moi j'étais déjà consciente, mais ça m'a vraiment permis d'avoir la vue d'ensemble très claire, très synthétique et d'être en capacité du coup de mieux expliquer ce phénomène-là. Et surtout, je voyais autour de moi des gens qui, eux, découvraient. Et j'ai vu la puissance de l'impact, de la compréhension, de la conscience que ça réveillait chez ces personnes. Et je me suis dit, je peux faire bénéficier de cette expérience-là autour de moi. C'est comme ça que je me suis lancée, je me suis formée à l'animation et que j'ai pu voir tout l'impact que ça pouvait avoir bien au-delà de ma situation personnelle. Merci. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on voulait aussi un peu vous faire participer et essayer de vous poser quelques questions. D'abord, qui a déjà fait une fresque, joué une fresque? Cédric, non? Qui en a déjà animé une? Et qui en a déjà animé en entreprise? Et on se demandait s'il y avait quelqu'un qui avait envie de témoigner, un peu comme nos intervenantes aujourd'hui, de qu'est-ce qui a été le déclencheur ou comment vous avez connu la fresque et ce qui vous a encouragé ou donné l'envie de le faire dans une entreprise. Allez. Non? Personne ne veut participer? Il y a des micros, je crois, qui sont... Hop, je ne sais pas où il est. Ouais, peut-être. Anne. Donc ça fait longtemps que je suis sensibilisée au climat, mais j'ai pris la conscience de l'urgence et de la gravité il y a 2-3 ans, comme beaucoup de gens. Et j'avais entendu parler de la fresque. J'ai un collègue justement qui a commencé à l'animer dans mon groupe. Je travaille dans le numérique. Et j'avais pas forcément adhéré. Je me dis, c'est quoi ce petit jeu? Et puis, et en fait, ça fait 4 ans que dans mon groupe, j'essaie d'intégrer les enjeux environnementaux dans notre activité professionnelle. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, il fallait commencer par faire en sorte que les gens aient compris les problématiques. Tant qu'on n'a pas compris la problématique, on ne change pas les choses. Enfin, je parle à un public de convaincus, je pense, mais peut-être pas que. Et donc, j'ai testé la fresque. Et là, j'ai compris la force de cet outil, la pédagogie. Et j'ai vraiment envie de dédier du temps, et c'est ce que j'ai commencé à faire, pour faire en sorte que chacun des salariés ait pris conscience
de cette problématique et puisse commencer à percevoir de quelle manière il peut agir à son poste. Parce que moi, ma conviction, c'est que chacun des salariés peut agir. Et peu à peu, je vois des gens qui prennent le chemin grâce à cette fresque. Donc merci à tous ceux qui ont créé le jeu et merci à ceux qui œuvrent. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner un peu une petite anecdote? Non? Ok, bon, on continue alors. Ce qu'on vous propose pour la table ronde, c'est qu'on va faire ça un petit peu en 3 temps et à chaque fois on fera une petite pause pour les questions-réponses. Et donc le premier moment qu'on veut consacrer, c'est un petit peu justement sur aussi l'origine un petit peu du déploiement d'une fresque dans une entreprise. Qu'est-ce qui est le déclic? Qu'est-ce qui est l'initiative? Qu'est-ce qui a été le moment un petit peu déclencheur dans l'entreprise ou les personnes qui ont contribué à faire en sorte qu'un jour une entreprise se décide pour se dire « Ok, c'est bon, je vais déployer la fresque à une population en particulier ou à l'ensemble des collaborateurs ». Donc du coup, on va bénéficier un petit peu des témoignages de nos intervenantes aujourd'hui sur ça. Alors peut-être d'abord, on va commencer par Alison et Virginie. Qu'est-ce qui chez vous dans l'entreprise, bon, Alison en premier, qui c'est qui a initié en fait et qui a pris la décision de déployer la fresque dans l'entreprise et comment ça s'est passé et quelle a été un peu la stratégie de déploiement qui a été prise en compte? Alors donc j'expliquais tout à l'heure, on a fait une première fresque et nous, en tant que consultants, on a été convaincus par le format parce que finalement c'était assez court, c'était hyper ludique, c'était rythmé, il y avait vraiment un esprit collaboratif et donc on a voulu proposer ça au directeur exécutif de Capgemini Invent pour lui dire on veut s'inscrire dans les enjeux de transformation durable. Il faut absolument qu'on sensibilise nos consultants à ces enjeux et donc la fresque peut vraiment être une réponse à ça. Donc il nous a écoutés et à la suite de quoi il s'est dit très bien, partons là-dessus, on déploie la fresque pour tous les collaborateurs Invent, donc ça représente 1500 collaborateurs, en disant c'est un objectif prioritaire et donc on veut atteindre les 100% d'ici fin d'année 2021. Et il m'a dit, Alison, vas-y. donc on a commencé par faire une première fresque au CODIR. Donc d'ailleurs, Cédric a animé, enfin en co-animation avec un animateur de Capgemini. Parce que l'objectif aussi, c'était de s'assurer que le comité de direction était d'abord sensibilisé pour ensuite pouvoir impulser cette dynamique managériale au sein des équipes. Parce que l'idée au départ est venue plutôt des consultants, mais il y a un moment, pour que ça fonctionne sur le long terme, il faut quand même qu'il y ait une décision du comité de direction pour nous donner les moyens, on va dire, de le déployer. Et donc, ils ont été convaincus. Et donc, à la suite de ça, on a continué un peu dans ce même état d'esprit où chaque membre du comité de direction a ensuite fait la même chose avec ses propres responsables. Donc c'est comme ça qu'on a commencé au départ et ensuite on est parti plutôt sur un mode sur le volontariat, pardon. Donc que ce soit pour devenir animateur ou participer à la fresque. Aujourd'hui il n'y a pas d'obligation en tant que telle, mais on incite fortement quand même les consultants à le faire. Donc on partage évidemment régulièrement les sessions de formation qu'il y a. Et aujourd'hui, on a atteint à peu près 40% de consultants formés. Donc on n'a pas encore été jusqu'au bout du chemin. Et finalement, c'est vrai que plus on avance, plus c'est difficile parce que généralement, les plus volontaires et motivés arrivent en premier. Donc il ne faut pas oublier les derniers. Et pour essayer justement de rendre ça un peu pérenne, on a inscrit en fait la fresque du climat dans le parcours d'intégration des consultants. Donc nous, généralement, on a une semaine de parcours et donc il y a une demi-journée qui est dédiée à la fresque de façon systématique pour tous les nouveaux entrants. Donc comme ça, au moins, on s'assure que tous ceux qui arrivent la font. Et maintenant, il faut qu'on essaie de réduire le stock de ceux qui étaient déjà là et qui l'ont pas encore faite. Et nous, après, en termes de modalité de déploiement, on l'a faite 100% à distance, puisque en fait, on l'a commencé T4, septembre 2020, pardon. À l'époque où finalement on n'avait plus vraiment le droit de venir en entreprise. En tout cas, c'était la consigne que nous, on nous a donnée. Et donc, on n'a fait que du distanciel depuis le départ. Alors, peut-être que ça évoluera maintenant qu'on est un peu en train de changer de modalité. Mais en tout cas, ça a très bien fonctionné. On a formé en fait les consultants à animer des fresques à distance. Et ça a très bien marché.
On reviendra un peu sur les modalités après. Du coup, Virginie, toi, comment ça s'est passé chez Bouygues? Qui a été l'initiateur ou comment ça s'est diffusé? Alors, ça ressemble un peu à ce que tu disais, Alison. Nous, on a eu l'impulse du directeur développement durable en centrale. On a pu réunir les correspondants RSE des différents RSE, développement durable et QSE des différents métiers du groupe, qui, je rappelle, sont Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Bouygues Télécom, Colas et TF1. Donc on est vraiment sur des secteurs très diversifiés, donc des populations aussi très diversifiées avec des compétences très différentes. Et grâce à ce réseau de coordinateurs RSE, on a pu lancer des appels à candidature pour devenir ce qu'on a appelé des ambassadeurs animateurs de la fresque au sein des différents métiers du groupe, sur une base de volontariat. Aujourd'hui, c'est ce que l'on fait toujours, pour que ces ambassadeurs animateurs de la fresque puissent ensuite essaimer dans les métiers et élargir ce cercle de fresqués au sein du groupe Bouygues. Demain, idéalement, on aimerait intégrer la fresque du climat au parcours de formation des collaborateurs qui sont déjà sur site, donc ça c'est en discussion. Et après-demain, à l'inverse donc de ce que tu disais, Alison, pour Capgemini, dans un deuxième temps, on aimerait pouvoir l'intégrer au parcours d'intégration des collaborateurs. Et Virginie, ça fait combien de temps que vous avez commencé? On a commencé depuis 1 an. Ça fait une grosse année. Et en 1 an, on a pu avoir des référents dans chacun des métiers. Près de 1200 personnes aujourd'hui. On a fait les comptes cette semaine. Donc on avance tout doucement, puisque ça ne représente pas encore 1% du nombre de collaborateurs dans le groupe. Donc la marge de progrès est très grande, mais on va persévérer. Et pour toutes les... Pardon. Virginie, du coup, quel était un peu l'objectif recherché? Il y avait une volonté de transformation un peu de la culture de l'entreprise, de sensibilisation. C'était quoi le moteur un petit peu, ou d'animation des équipes? Alors, forcément, il y avait une volonté de sensibiliser aux enjeux climat, et d'autant plus que l'année dernière, nous avons publié notre stratégie climat avec des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par métier. Et donc, il était inconcevable pour nous de ne pas donner les moyens d'expliquer ce qu'était cette stratégie climat à tous les collaborateurs du groupe. Et donc, on a différents moyens. On utilise des MOOC, on utilise des e-learning, et on a trouvé que la fresque du climat, en plus d'être un atelier qui permet la cohésion d'équipe et la réflexion en équipe, est absolument formidable pour pouvoir sensibiliser sur tous ces thèmes. Super, merci. Alors Céline, est-ce que tu as quelques autres exemples de raisons pour lesquelles certaines entreprises se sont engagées à déployer la fresque et sont venues du coup te voir pour le faire dans leur entreprise? Alors, il y a plusieurs types de raisons, effectivement. Moi, je rencontrais quelques cas d'entreprises qui sont déjà dans des démarches de décarbonation, on peut dire, de réduction de leur impact sur le climat. Et pour ça, elles ont besoin d'emmener leurs collaborateurs dans les plans d'action, parce que ça va rarement être le travail d'une unité, ça va plutôt être transversal. Et donc, ils vont utiliser l'atelier La Fresque du Climat pour faire comprendre l'utilité, l'urgence de faire, et ainsi, donc typiquement avec les directeurs, les managers des différentes entités de l'entreprise, pour qu'ensuite ceux-ci puissent être sponsors des actions, des projets que l'entreprise va mener. Donc ça, c'est un cas, parce que quelque part qui nous fait plaisir à nous qui voulons sensibiliser, qu'on est là pour les aider à accélérer leur plan d'action. Ensuite, vous avez un cas qui ressemble beaucoup à ce qu'ont présenté Alison et Virginie, des collaborateurs qui sont sensibilisés, qui sont motivés pour aller partager ça avec les autres équipes, et qui vont ainsi essayer d'emmener comme ça leur entreprise ou une équipe, etc., sur des chemins de prise de conscience et d'action, de transformation, mais qui peuvent être beaucoup plus longs. Et puis on retrouve aussi régulièrement, peut-être en particulier en ce moment où on a tous été très à distance et on a besoin de retrouver du lien et de retrouver du sens. Donc ça va être un outil qui va être identifié là aussi
par des collaborateurs ou par des directions de ressources humaines pour dire on va pouvoir ramener du lien d'équipe et amener un peu de sens dans notre métier qui n'en a peut-être pas encore, on a des questionnements souvent, et essayer d'amener ces réflexions-là et du lien, du dynamisme dans les équipes. Faire travailler aussi entre des équipes différentes, c'est quelque chose qui est très apprécié et ce sujet du climat s'y prête tout à fait. Un super outil aussi de team building avec beaucoup de sens, effectivement. Ce qu'on vous propose, c'est faire une petite session de questions-réponses. Alors vraiment plutôt sur cette partie de qu'est-ce qui est à l'origine en fait du déploiement. On reviendra après sur les modalités concrètes de déploiement, comment ça s'est passé exactement. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? Oui, merci. Merci. Moi, je voulais savoir, votre expérience a l'air d'être un petit peu différente entre CAP et puis Bouygues en ce qui concerne le fait que ce soit obligatoire ou pas, entre guillemets, en tout cas d'inciter fortement ou sur une base complète de volontariat. Donc, qu'est-ce que, entre toutes les deux, vous pouvez donner comme feedback? Est-ce qu'il vaut mieux inciter fortement, laisser complètement, quitte à ce que les gens... par bouche à oreille et envie de venir aux ateliers? Enfin, comment ça se passe de ce point de vue-là? Merci. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on est sur du volontariat. Idéalement, pour moi, il faudrait que ce soit inscrit dans les parcours de formation des collaborateurs, puisque ça valorise aussi le parcours du collaborateur. Au-delà de pouvoir aussi monitorer l'activité du déploiement qui est un challenge dont on parlera après, il me semble. Peut-être pour compléter, nous en fait ça reste sur la base du volontariat, c'est juste on en parle beaucoup. Alors nous on l'a inscrit dans le parcours de formation, donc pour les nouveaux arrivants c'est obligatoire. Après c'est pas plus mal parce qu'on a un vrai enjeu aussi d'attractivité. C'est vrai que moi aujourd'hui quand je fais passer des entretiens aux consultants, une des premières questions qu'ils posent, c'est « mais qu'est-ce que vous faites pour le climat ?» Donc il y avait une vraie promesse employeur aussi à apporter aux nouveaux consultants si on veut continuer à garder les talents. Mais après, c'est vrai que c'est incitatif, mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est pas suffisant parce qu'en fait, nous, on est dans un modèle où chacun gère un peu son temps et donc il faut réussir à se dégager du temps, sauf que si le chef au-dessus il a décidé que le client était plus important, c'est difficile ensuite pour les consultants de dire mais non, mais en fait il faut que je fasse la fresque du climat. Donc c'est vrai que nous on est en train de se poser la question de est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin pour rendre quelque part obligatoire cette fresque. Si je peux apporter un petit témoignage supplémentaire, alors nous on est une entreprise un peu plus petite, on a à peu près un peu plus de 400 salariés. Alors c'est un peu spécifique aussi parce que notre métier au quotidien, c'est d'accélérer la transition des entreprises. Mais du coup, la décision qu'on a prise, donc on avait déjà formé 100% de nos consultants, donc on l'avait fait lors d'une réunion de service. Donc ça, c'est assez facile pour pouvoir du coup mobiliser tout le monde parce que du coup, tout le monde est là pendant un petit séminaire ou des choses comme ça marche plutôt pas mal. Et là, la décision est prise de pouvoir, d'ici la COP26, former l'ensemble des collaborateurs. Et on l'a inscrit en fait dans le cadre d'un challenge qu'on a initié l'année dernière et qui est de dire on donne 3 heures de notre temps sur le temps de travail aux collaborateurs pour pouvoir faire un défi. Donc l'année dernière ils ont fait des défis du type collecte de déchets, récupération de jouets ou autres pour des associations. Et cette année on s'est dit là c'est bon, on forme tout le monde à la fresque du climat. Donc l'ensemble des collaborateurs, du coup, auront 3 heures de dédiés pour pouvoir le faire. Ce qui va permettre, du coup, de pouvoir aussi s'inscrire un petit peu dans le déploiement du label de la fresque du climat avec l'idée de vraiment de se dire, voilà, on veut le faire bien comme il faut, bien prendre 3 heures, bien prendre le temps du débrief aussi, on va en parler après, et de pouvoir impliquer les collaborateurs. Mais du coup, ça impose de dire, OK, on libère 3 heures du temps de tout le monde, et ce qui n'est pas forcément toujours facile à organiser, mais effectivement... Voilà, c'est une décision qu'on peut prendre. Et ce qui marche bien, c'est les réunions de service ou les séminaires d'entreprise. Dégager 3 heures finalement dans ce genre d'événement où il y a toujours une petite part un peu de team building, c'est un bon moyen, moi je trouve, de pouvoir l'intégrer. Je peux apporter un autre complément à cette question. Donc clairement, la différence, elle va être dans l'objectif que vous avez. Si vous souhaitez avoir
un impact et une mise en action très importante et transversale sur une grande partie de vos collaborateurs, vous aurez l'obligation de rendre ça obligatoire. Et par contre, ça peut du coup être très transformateur, vraiment très important pour votre entreprise, très fédérateur. Par contre, du coup, ça suppose que vous l'articuliez très bien, que vous preniez le temps d'expliquer pourquoi c'est obligatoire et de l'articuler avec les actions qui vont suivre. Parce que si vous imposez ça à vos collaborateurs qui sont sous le feu de plein de choses à faire, de prendre 3 heures dans leur temps, et il faut qu'il y ait ce message de la direction qui passe très bien et que ce soit suivi ensuite d'actions très cohérentes avec la stratégie de l'entreprise. Donc les deux sont possibles, mais ils doivent s'articuler et ça doit bien s'anticiper pour que ce soit un succès. En préparant la réunion, Céline m'a dit la fresque ne se suffit pas à elle-même. Je pense que c'est exactement ça. Ouais. Il y a une question là-bas. Merci. Moi, je travaille chez Google et je coordonne le déploiement de la fresque. On est au tout début. Et justement, sur ce point-là, je serais preneuse si vous avez des bons formats de workshop pour engager les équipes après la fresque et qu'elles puissent réfléchir à comment intégrer l'environnement dans leurs priorités, leur stratégie. Donc, est-ce que vous avez pu expérimenter ça ? Alors, dans mon expérience personnelle, j'ai eu assez peu de cas d'ateliers qui ont été mis en place juste derrière. Néanmoins, j'ai quand même des échos, puisqu'il y a un vaste réseau d'animateurs facilitateurs de la fresque du climat. Et donc, il y a une grande variété d'ateliers. Et encore une fois, il y a une question de l'objectif qu'on veut atteindre pour savoir quel est le bon atelier, qui on veut toucher, quel message on veut faire passer. Donc, il y a des choses qui sont très appropriées, notamment pour tout ce qui est qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans mon action individuelle chez moi en tant que citoyen, par exemple, ou dans mon quotidien, dans mon entreprise. Donc, vous avez peut-être entendu parler d'un atelier qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone, par exemple, qui essaie de bien faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire mener une vie compatible avec l'accord de Paris, les fameux 2 tonnes dont vous avez peut-être entendu parler. Un autre atelier qui s'appelle justement lui aussi 2 tonnes, qui lui va peut-être plus mettre l'accent sur l'intérêt de l'action collective et de voir comment tout ça peut se déployer dans le temps. Et puis il y a un autre atelier qui a été développé par Carbone 4 qui s'appelle MyCO2, qui est une autre façon aussi de comprendre, de faire son bilan carbone, de comprendre ça de manière collective et donc de le faire par exemple avec un groupe de collaborateurs pour fédérer là encore l'action. Donc ça, c'est souvent des ateliers assez orientés sur qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau individuel ou de commencer à toucher du doigt l'intérêt de l'action collective et de ne pas rester seul avec le constat. Sur des ateliers qui seraient plus spécifiques à l'entreprise, on va plus aller sur des choses de type design thinking, définition de plan d'action, etc. Mais je n'ai pas un nom d'atelier particulier là qui me vient en tête identifié là-dessus. Je ne sais pas si vous en avez peut-être. Ouais. Oui, je vais rebondir sur l'atelier Inventons nos vies bas carbone qu'on a testé tout récemment et qu'on a trouvé assez intéressant parce qu'il permet vraiment de mettre en avant les ordres de grandeur. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir montrer, c'est encore un atelier très visuel, sur une réglette de 1,20 m, on va donc pouvoir symboliser les 12 tonnes de CO2, l'empreinte carbone moyenne du français annuelle. Et on va expliquer qu'il va falloir faire entrer ces 12 tonnes, qui sont décomposées avec l'alimentation, avec les transports, etc., dans une trousse d'écolier de 20 cm. Et donc, il va falloir réduire chacun de ces piliers-là de notre vie quotidienne. Et on s'appuie sur ces différents axes, que sont pour nous le logement, par exemple, pour Bouygues Immobilier, pour ensuite pouvoir réfléchir à différentes pistes de solutions pour une transition vers des modèles un peu moins émissifs. Alison, tu voulais rajouter ? Oui, alors je pense que j'anticipe un peu sur une question après, mais c'est pas grave. Nous, en fait, on n'a pas fait de workshop en tant que tel à l'issue de la fresque. Par contre, ce qu'on s'est dit, c'est finalement, quel est vraiment l'impact de la fresque du climat sur les consultants ? Est-ce qu'on fait ça juste pour faire plaisir parce que c'est attractif et puis ça augmente notre notoriété ? Ou alors ça a vraiment un impact concret chez les consultants ?
Et donc on a lancé en fait, donc c'est 60 jours après avoir fait la fresque, en fait on envoie un questionnaire aux consultants en leur disant sur quoi vous vous étiez engagé en partant de la fresque. Ah oui, alors parce que nous en fait quand on fait des fresques, à la fin on garde un temps pour faire un peu un tour de table et que chacun s'engage sur 1 ou 2 actions à mettre en place dans le mois qui suit la fresque. Voilà, un peu pour engager le premier pas par rapport à ce qu'on vient de tous se dire pendant 3 heures. Et donc 60 jours après, ils reçoivent un questionnaire pour leur demander finalement par rapport à ce sur quoi vous vous étiez engagé. Alors, déjà, qui s'était engagé sur quelque chose. Donc, il y a à peu près 90% des gens qui nous disent qu'ils s'étaient engagés sur quelque chose à l'issue de la fresque. Et ensuite, on leur demande qu'est-ce que vous avez véritablement mis en place 2 mois après. Moi, je vous avoue qu'en faisant le questionnaire, je faisais partie des gens qui pensaient que malheureusement, en fait, les résultats n'allaient pas être très bons parce qu'on a toujours autre chose à faire et tant que ce n'est pas inscrit dans nos habitudes, ça peut être difficile de changer ces modes de vie. Et à ma grande surprise, en fait, la quasi-totalité des personnes qui s'étaient engagées sur quelque chose nous ont dit qu'elles l'avaient effectivement mis en pratique dans leur quotidien. Alors, c'est sûrement des petits pas, parce qu'on ne parle pas de changement radical de mode de vie de chacun, mais ça veut dire quand même que ça a eu un impact de façon personnelle sur les consultants qui ont pu travailler sur cette fresque, ce qui est finalement l'objectif au départ qu'on s'était fixé. Et peut-être pour témoigner aussi, comme le disait Céline, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une démarche globale de réflexion de stratégie carbone de l'entreprise. Et moi, j'ai des collègues qui ont pu utiliser du coup la fresque du climat pour du coup avoir cette partie de sensibilisation qui pose un petit peu les bases et qui aide les gens à comprendre et de pouvoir du coup enchaîner, alors pas forcément juste après, parce que ça se prête ou ça se prête pas, mais de pouvoir du coup réunir les mêmes personnes et pouvoir les faire travailler. C'est pareil, il n'y a pas de nom d'atelier ou de méthodologie particulière, mais en tout cas, de poser aussi les sujets. Et je pense qu'un bilan carbone aussi de l'entreprise qui permet du coup de faire le parallèle entre, c'est la fresque nous donne les grandes causes, etc. Mais après de pouvoir avoir du coup précisément où sont les impacts de l'entreprise en termes de changement climatique et où est-ce qu'elle peut avoir des marges de manœuvre et où est-ce qu'elle peut travailler. Les deux réunis permettent de fournir les bonnes bases de réflexion après qui peuvent se faire sous forme de brainstorming ou autre, design thinking. Il y a plein de méthodes possibles, mais c'est vraiment un moyen de pouvoir continuer. Mais je pense que pour pouvoir faire réfléchir en fait les collaborateurs au sein d'une entreprise, sans le bilan carbone, sans la photo en fait pour comprendre où sont les impacts, ça peut être un peu compliqué. Donc je pense que cette étape-là, elle est aussi importante avant de pouvoir trouver des solutions et de proposer des choses. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Bonjour. Je me demandais si vous avez eu des défis auxquels vous avez fait face pour mettre ça en place et surtout inciter les collaborateurs à s'y intéresser et à s'impliquer dans la fresque du climat. Et si vous en avez eu, qu'est-ce que vous avez fait pour les surmonter ? Alors, ce que je propose, c'est qu'on garde la question et puis on en reparle juste après. Il y avait une autre question. Moi, j'ai pas parlé de ce qui avait déclenché le fait qu'on fasse la fresque du climat, mais en fait, c'est le jeune homme qui va parler. Merci Marlène. En fait, ma question, elle est exactement la même que la dame précédente. Simplement, j'aimerais que vous nous parliez de votre expérience sur comment vous avez commencé à changer l'entreprise plutôt que de changer les personnes. Là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de chacun s'engage à son échelle. J'aimerais avoir un peu votre ressenti sur comment la fresque a permis de changer l'entreprise, la structure, l'organisation. Alors c'est pareil, on la garde pour après si ça t'embête pas. Désolé. On va plutôt détailler un petit peu là maintenant, du coup, comment concrètement ça s'est fait. Et du coup, l'idée, c'était qu'à la fin, on puisse en déduire un petit peu, c'est quoi les feedbacks, les difficultés qui ont été rencontrées, et puis on commence à transformer l'entreprise. Marlène, on a une dernière question ici. Allez. Merci. Juste très rapidement, et vous allez peut-être en parler après, mais il y a aussi plein d'ateliers que vous présentez dehors, la fresque du numérique, la fresque des déchets, la fresque, etc. Et ça peut être peut-être aussi des bonnes pistes pour compléter la fresque du climat en entreprise. Oui, je pense que c'est nécessaire, effectivement. Du coup, je rebondis là-dessus. C'est vrai que nous, on se sert aussi de la fresque du climat dans un premier temps pour les entreprises qui sont dans le secteur du BTP. Et ensuite, on a commencé à réfléchir à intégrer aussi la fresque de la construction
qui est très intéressante et qui elle-même a des cartes qui renvoient vers les fresques amies, comme la fresque du numérique ou la fresque de la biodiversité aussi. Alors je vous propose qu'on passe à la partie un petit peu justement concrètement comment ça s'est passé. Finalement pour voir un petit peu et puis peut-être vous aider si vous avez envie de déployer la fresque dans votre entreprise. Par où on commence, comment on déploie, qui on a besoin de former, combien de personnes on forme, comment on les forme, etc. Du coup, peut-être que Céline, on peut peut-être commencer par rappeler un petit peu c'est quoi finalement la fresque et un peu les prérequis pour pouvoir la déployer, on va dire, comme il faut dans l'entreprise. Ouais. Alors parce que je ne suis pas sûre effectivement que tout le monde ait déjà participé à une fresque, toutes les mains n'étaient pas levées quand on a posé la question tout à l'heure. Donc la fresque déjà, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un atelier qui permet en 3 heures à un groupe de personnes de comprendre, s'approprier le sujet du changement climatique et surtout ensuite s'engager dans le passage à l'action. Comment ça se déploie ? Il vous faut un facilitateur, un ou plusieurs groupes de personnes, donc 4 à 8 personnes, mais il peut y en avoir beaucoup, éventuellement en ayant plusieurs facilitateurs en simultané, et les rassembler autour d'une grande feuille de papier, une vraie feuille ou bien une feuille digitale, puisqu'on peut aussi déployer l'atelier en ligne. Donc ça, c'est la base. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 heures ? On va, donc, comme je vous disais, commencer par la première partie qui est essentielle, c'est comprendre le sujet. Donc c'est là que vous avez peut-être déjà vu les fameuses cartes qui ont été développées par Cédric Ringenbach, donc l'auteur du jeu, qui sont donc une quarantaine de cartes qui finalement résument le dernier rapport complet du GIEC. Donc c'est une base vraiment scientifique, l'état de l'art des sciences sur le changement climatique. Véhiculé dans ces cartes, une quarantaine de cartes qui sont distribuées par un facilitateur en lot au groupe de participants et qui va leur permettre de reconstituer la chaîne de cause à effet entre tous ces phénomènes dont on a entendu parler liés au climat. Et on va pouvoir faire appel comme ça à l'intelligence collective, à toutes les informations que chacun d'entre nous a pu avoir pour avoir cette vision d'ensemble de ce sujet, tel que les scientifiques nous l'expliquent depuis des dizaines d'années. Donc ça, c'est une grosse moitié de l'atelier. Et puis ensuite, avant d'aller au passage à l'action, on va avoir des étapes intermédiaires. Après une grande phase avec notre cerveau gauche sur la logique, on va faire appel à notre cerveau droit et de la créativité pour avoir une autre façon de s'approprier ce sujet et d'avoir une création collective qui va être assez fédératrice là aussi. On va avoir un temps de restitution pour bien ancrer les différentes connaissances qu'on vient d'apprendre, qui permet notamment de bien retenir tous ces points saillants, qui sera très utile quand on a ensuite envie de pouvoir expliquer le sujet autour de soi. Et puis ça va être le moment de bien prendre conscience des grands ordres de grandeur. Où est-ce qu'on en est par exemple par rapport aux 2 degrés de l'accord de Paris ? Qu'est-ce que ça veut dire de se mettre à 2 degrés ? Et surtout, donc, le but ultime, c'est d'arriver à la dernière phase de l'atelier qu'on appelle le débrief, qui va permettre surtout de dérouler un peu ce fil holistique de l'atelier. Après la partie connaissance, on a fait appel à notre cerveau. On va passer un peu par le cœur pour parler de ses émotions avant d'aller mettre nos jambes en action. Donc on va accueillir, on va permettre l'expression des émotions qui peuvent être un peu lourdes, mais on explique que c'est normal. On n'est pas toujours habitué à parler de nos émotions, mais du coup ça fait du bien. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul, surtout, c'est ça qui est très important. Et puis, on arrive ensuite au débrief, qui peut être un temps qui est très personnalisable, suivant le contexte, les personnes avec qui on fait l'atelier, les objectifs qu'on s'est fixés, où on va pouvoir surtout débattre dans un cadre de bienveillance sur les différentes actions. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est pas si compliqué à mettre en œuvre ? Est-ce que c'est forcément un sacrifice ou peut-être qu'on peut y trouver du plaisir ? Est-ce que ça a un gros impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou pas ? Donc on a l'impression que c'est long, 3 heures, mais en fait ça passe très vite et c'est vraiment surtout très efficace puisqu'on permet vraiment non seulement la compréhension mais surtout la mise en action, qu'on soit autour d'une table ou en ligne. Et puis comme tu le dis, il ne faut pas grand-chose, un jeu de cartes et une table, du papier, des crayons de couleur aussi. Et on peut faire jusqu'à 1200 personnes, je crois que j'ai entendu, en simultané qui font une fresque du climat. Donc ça passe très vite, très facilement à l'échelle.
Du coup, Virginie, peut-être pour commencer, comment ça s'est passé du coup alors, tu en as déjà un petit peu parlé du déploiement concret, mais je crois qu'il y a eu des fresquathons organisés chez Bouygues et ça s'est déployé aussi, voilà, parce qu'on se pose un peu la question aussi, quand on a une entreprise avec pas mal de gens opérationnels sur le terrain, finalement, comment on arrive à pouvoir mobiliser ces personnes et à déployer ça à l'échelle d'un groupe comme Bouygues, même si ça commence. Hein. On en est au début, hein, même si ça fait un an ça passe vite, surtout dans les conditions qu'on a connues. De notre côté, on n'a quasiment pas déployé en distanciel. On a juste eu une entité, enfin Bouygues Télécom, qui a fait du distanciel. Sinon, on n'est vraiment que sur des ateliers en présentiel. Encore une fois, il a fallu s'appuyer, et on a eu la chance d'avoir notre réseau de correspondants RSE, développement durable et QSE dans les différents métiers, qui ont pu eux-mêmes lancer des appels à candidature pour recruter des ambassadeurs qui ont été formés en interne. Et ensuite, tout le monde pouvait s'inscrire aux fresques qui étaient organisées dans les différents métiers du groupe. On n'a jamais eu de session vide, on n'a jamais eu à décaler parce que c'est un sujet qui prend vraiment de l'ampleur, dont on communique largement sur nos réseaux sociaux internes aussi. En ligne avec la stratégie climat que je mentionnais tout à l'heure qui est parue l'année dernière. Et oui, pour la petite success story du fresquathon, c'est vrai que dans une entité qui est basée à l'international aussi, dans 10 pays, on s'est dit que sur la semaine du développement durable l'année dernière, qui avait été reportée donc à septembre, on allait organiser des fresques de façon à ce que tous les collaborateurs qui soient présents au siège dans le 78 puissent être sensibilisés à tous ces enjeux et à qui on puisse expliquer la stratégie climat aussi du groupe. Nous avons organisé sur une semaine ces fresques-là, dans les pays aussi dans lesquels est implantée cette entité-là. Ça a très bien fonctionné, à tel point que, quelques mois plus tard, est né sur le principe du jeu de la fresque du climat, un jeu en interne, une sorte de fresque de la construction, qui porte le nom de la plus belle fresque qui avait été réalisée et votée, du coup, quelques mois plus tôt pendant ce fresquathon de septembre. Donc cette nouvelle fresque-là, qui s'appelle Let's Climate, a été donc jouée dans 10 pays avec près de 300 collaborateurs. Donc c'est juste pour montrer que ça prend de l'ampleur en fait et que les gens s'engagent, prennent le projet à bras-le-corps et que ça mobilise. Et une des clés ou un des succès qui est notable, c'est le fait d'avoir de plus en plus de demandes pour des formations à l'animation en interne au sein du groupe. Et vous avez combien de personnes formées aujourd'hui au sein du groupe, à peu près ? Alors, il y a à peu près 1200 personnes qui ont pu faire la fresque du climat, et on a un peu moins de 100 personnes qui sont animateurs aujourd'hui dans le groupe. Super. Et Alison, alors chez Capgemini, donc là on a plutôt des gens qui sont derrière un bureau ou alors chez les clients. Comment ça s'est passé concrètement ? Et puis, alors tu disais que ça avait été fait beaucoup en distanciel. Mais du coup, vous avez formé des gens en interne pour pouvoir faire jouer la fresque. Comment ça s'est passé ? Exactement, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Nous, en fait, au démarrage, on a fait énormément de communication en interne. On en a mitraillé partout, dans toutes les réunions d'équipe. On a beaucoup de sessions d'échange entre nous, et donc à chaque fois, on demandait à passer 5 minutes dans toutes les réunions pour expliquer ce que c'était que la fresque, etc. Donc, on a mis beaucoup d'énergie vraiment sur la communication au départ. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite et qui a vraiment permis d'impulser la dynamique. Et puis après, alors sur le plus moyen long terme, on va dire, alors ça reste difficile d'engager une dynamique sur le long terme. Nous, il y a parfois des sessions où finalement il y a trop peu de participants et donc on les annule pour les décaler sur d'autres. Enfin, on a parfois quand même ce type de problématique. Donc on essaye à chaque fois de se poser les questions de comment essayer de relancer la dynamique. Donc là, il n'y a pas très longtemps, alors on a eu un peu dans la même idée, on a fait un challenge des fresques en se disant si pendant une demi-journée, on crée un peu un événement là-dessus, pareil, ça fait de la com, ça fait le buzz et donc ça fait venir les gens. Donc on en a fait, alors pas du tout dans les mêmes proportions, on en a fait 5 je crois en parallèle. Donc voilà, ça reste 5 fois 8, je crois qu'ils étaient à peu près, donc c'est pas énorme, mais ça reste pour essayer de maintenir la dynamique.
Et puis après, de façon régulière, nous, tous les 15 jours, en fait, on envoie un mail de communication à l'ensemble des consultants en leur indiquant quelles sont les prochaines sessions sur les 3 prochaines semaines. Généralement, pour éviter que chacun fasse supprimer en ayant l'impression que c'est toujours le même mail qui arrive dans la boîte mail, on essaye de le mailler avec un événement international lié au climat. Donc ça peut être la journée de la biodiversité, enfin peu importe, pour essayer d'apporter un peu de contenu en même temps qu'on dit à tout le monde venez pour les fresques, venez pour les fresques. Super. Et Céline, est-ce que tu as d'autres témoignages ou peut-être dans des entreprises un petit peu plus à taille peut-être un petit peu plus réduite aussi sur la façon dont ils l'ont organisé, comment ils ont formé aussi les animateurs, les fresqueurs et peut-être aussi ce qui peut peut-être être intéressant parce que ça fait quelques temps maintenant que le parcours du fresqueur a été créé, peut-être redonner un petit peu quelques éléments là-dessus parce que ça permet aussi peut-être maintenant d'avoir aussi de savoir sur qui s'appuyer et de savoir un petit peu quel est le niveau des différents animateurs possibles. Donc effectivement, sur une entreprise qui va peut-être être de taille un peu plus petite, on peut faire des fresques il faut un minimum de 4 participants, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'en général, on va avoir des demandes d'ateliers quand on a 10-15 participants. Des fois, on a des entreprises qui ont 20 collaborateurs et on fait un atelier et ça y est, on a déployé la fresque du climat dans l'entreprise. Donc dans ces cas-là, ça va souvent être un événement. On dit tiens, on va faire cette journée-là et en écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est souvent articulé avec une stratégie de l'entreprise ou une volonté de team building, comme je disais tout à l'heure. Donc là, c'est souvent la direction qui mobilise, qui bloque le créneau dans l'agenda et ainsi de suite. Sur des entreprises qui vont avoir peut-être plus de l'ordre de la centaine de collaborateurs, on va avoir des schémas qui s'approchent de ça. La difficulté, c'est qu'on ne va pas forcément pouvoir complètement internaliser les premiers ateliers de découverte pour ensuite avoir les premiers animateurs qui vont pouvoir se former dans l'entreprise. Ils vont devoir peut-être faire des ateliers qui vont être externes parce qu'ils ne vont pas avoir juste suffisamment de participants, parce qu'on a besoin de ces ateliers avec suffisamment de participants pour que ça vaille le coup. Donc c'est pour ça que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a différentes options pour essayer de répondre à tous ces différents besoins. Soit donc c'est complètement internalisé, vous allez avoir déjà des animateurs formés dans l'entreprise qui vont faire ces ateliers et vous allez peut-être même avoir déjà des formateurs en suivant ce fameux parcours du fresqueur sur lequel je vais revenir. Soit vous allez pouvoir aller dans les ateliers qui sont organisés par l'association dédiés aux entreprises. On a mis en place récemment ce qu'on appelle des ateliers inter-entreprises où si vous êtes seulement quelques collaborateurs à vouloir commencer à découvrir l'atelier, à comprendre comment vous pourriez l'utiliser au sein de votre entreprise, vous n'avez pas besoin de le déclencher chez vous et vous allez avoir des informations supplémentaires à ce qu'apporterait par exemple un atelier citoyen. Donc vraiment orienté sur comment l'utiliser en entreprise. Et après, même chose quand on va vouloir se former à l'animation, essayer de trouver les bonnes options. Donc ça va être l'enjeu, suivant la taille de la structure, de trouver la bonne option pour pouvoir mobiliser la fresque. Et une des options, ça peut être in fine de faire appel à des animateurs professionnels qui vont organiser un atelier ou bien une session de formation à l'animation dédiée à votre entreprise. Et là, ça peut être particulièrement du coup personnalisé pour une mise en action adaptée à votre contexte. Donc voilà, il y a une panoplie d'options qu'on essaie d'adapter toujours pour que chacun puisse s'emparer de cet outil. Alors plus particulièrement sur le parcours du fresqueur, parce que là j'ai parlé d'animation, d'atelier, j'ai parlé de formation à l'animation. Ce sont les deux grandes étapes d'un parcours qui peut être bien plus long. On a parlé de comment on participe à un atelier, donc ça c'est ce qu'on espère que tout le monde va faire. Et puis donc on peut se former à devenir facilitateur d'ateliers. Donc l'association organise déjà un grand nombre de formations
qui demande elle aussi une demi-journée, et puis un petit peu de temps personnel pour bien se familiariser avec les outils. Et ça, c'est la première étape. Voir un peu plus si on veut être formé au débrief en entreprise aussi. Voilà, donc il y a on peut aller très loin parce que c'est juste un premier début et on peut devenir formateur de formateurs. Ça s'appelle instructeur. Et en fait, l'association a développé donc ce qu'on appelle ce parcours du fresqueur. C'est en fait un parcours d'auto-développement de compétences à la facilitation de l'atelier La Fresque du Climat, à former des animateurs et à former des formateurs. Et donc tout ça, c'est des jalons qu'on a matérialisés sur le même principe que les ceintures de couleur des arts martiaux. Donc de la ceinture blanche quand on vient d'être formé à l'animation jusqu'à la ceinture bleue quand on est instructeur pour former des formateurs. Et donc ça correspond donc à des compétences qu'on peut acquérir avec l'expérience d'animation d'atelier, de formation d'animateurs, mais surtout et aussi d'une bibliographie, de références et surtout d'interaction avec la communauté, d'expérience et d'engagement. Et donc il y a des repères qui sont donnés comme ça. Donc sur le site de l'association, c'est très bien documenté pour comprendre comment on peut progresser par soi-même, mais aussi au sein de cet écosystème de facilitateurs, de formateurs et d'instructeurs pour progresser. Et en fait, ce que ça a fait, c'est qu'au-delà de vous rendre capable de faire des choses pour les ateliers La Fresque du Climat, c'est que ça vous rend, pour le coup, vraiment en charge de votre connaissance sur le climat. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment devenir un référent sur ce sujet, parce qu'à force de vous acculturer vous-même, vous allez vraiment, au-delà d'être en capacité d'animer l'atelier, être capable de parler du sujet et d'avoir des références dont vous allez pouvoir vous servir autour de vous. Donc ça va être des compétences qui vont être utiles même pour l'entreprise éventuellement, sur d'autres sujets que la pure animation de l'atelier. Il y a tout un mécanisme qui peut vous rendre autonome finalement petit à petit pour pouvoir déployer la fresque dans l'entreprise et la faire en bonne et due forme. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette phase de déploiement sur concrètement comment on le met en place, par quoi on passe, le nombre d'animateurs, etc. Ou est-ce que c'est suffisamment clair, les témoignages? Non? Ils sont timides. Ok. Alors du coup, on va passer un petit peu à la dernière phase, c'est d'avoir justement un peu vos feedbacks, puis ça va être l'occasion de répondre aux deux questions qui ont été posées. Oui. Pardon? Ah. Ok. Donc du coup, voilà. Ah, il y avait une question? Pardon, j'ai pas vu. Non? Ok. Donc du coup, pour continuer, l'idée c'est d'avoir un petit peu vos feedbacks et un peu, voilà, ça peut être aussi un peu les difficultés que vous avez rencontrées ou aussi du coup ce que vous avez pu ressentir, enfin le déclic que vous avez pu sentir chez les collaborateurs. Alors Alison en a déjà un petit peu parlé. Ils ont fait un questionnaire pour pouvoir du coup voir un petit peu les résultats et ce que vous avez inclus comme changement, on va dire individuel pour les personnes. Mais voilà, est-ce que vous avez un peu des conditions de réussite aussi que vous avez envie de partager avec nous? Virginie, Céline, tu veux commencer? Je ne veux pas monopoliser la parole, donc je veux bien laisser Alison et Virginie, mais sinon je peux y aller. Vas-y Alison. Alors, je peux parler de certaines difficultés moi, que j'ai bien en tête, et puis ça fait le lien aussi avec ce que tu disais Céline. Nous, on a un parcours qui est justement avec un instructeur, donc on est complètement autonome dans la formation. Aujourd'hui, on manque pas trop de formateurs parce que finalement, on en a une trentaine. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien en termes de nombre. C'est vrai que ça, je ne me rends pas bien compte. Mais en tout cas, on en a une trentaine donc, qui sont formés. Donc nous, on a un instructeur d'ailleurs sur qui on compte beaucoup parce que c'est lui qui nous forme tous nos consultants à l'animation ensuite. Donc pareil, sur la base du volontariat, c'est des gens qui participent à la fresque, qui lèvent la main en disant ça m'intéresserait de l'animer, donc on le forme à l'animation. Et d'ailleurs, nous, petit aparté, on le fait en 2 modules parce qu'on a une première formation à la fresque et un deuxième à la fresque à distance pour pouvoir utiliser l'outil, etc. Et donc, on a une trentaine d'animateurs, mais finalement, on n'en a qu'une dizaine qui sont vraiment actifs. Et je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de rendre du temps disponible aux consultants
pour pouvoir faire ces fresques, parce que c'est vrai que quand je suis participant, il faut que je trouve 3 heures dans mon agenda pour la faire, mais quand je suis animateur, c'est 3 heures multipliées par X sessions d'animation. Et quand c'est pas son job à plein temps et qu'en fait on a d'autres activités par ailleurs, ça peut être difficile en fait de trouver du temps. Et donc nous aujourd'hui là on est un peu en train de se poser des questions. Alors si d'ailleurs il y en a qui ont des pistes de réponse, je serais très ouverte à échanger avec vous, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore de solution véritablement, si ce n'est essayer d'avoir un peu un temps dédié. Alors on ne sait pas encore comment ça va se matérialiser dans nos processus, mais d'essayer de trouver une solution pour que les animateurs aient le temps en fait de former et qu'on leur laisse le temps de former. Super. Virginie, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je te rejoins complètement là-dessus, Alison aussi. C'est vrai qu'il y a ces 3 heures à bloquer, mais en amont des 3 heures, il y a quand même une petite phase de préparation. Et puis à l'issue de la fresque, nous, c'est vrai qu'on envoie un mail personnalisé, un petit questionnaire de satisfaction aussi. Et ce mail est à chaque fois personnalisé avec des ressources et puis est dépendant de ce qui s'est dit pendant l'atelier et adapté à chaque branche de l'entreprise aussi. Donc ça c'est une information à ne pas négliger quand on anticipe, quand on pense à un déploiement. Et alors de notre côté, nous on a un challenge pour lequel on n'a pas encore trouvé de réponse non plus, c'est le déploiement sur les chantiers. Puisque dans les bureaux, c'est pas très compliqué, hein, effectivement, il faut une table, du papier, une équipe, un animateur, des feutres et le jeu. Mais sur les chantiers, c'est un petit peu compliqué, non pas par rapport au lieu, mais par rapport à est-ce qu'on arrête un chantier ou pas. Donc c'est vrai qu'on se tourne là vers le format quiz que propose l'association de la fresque du climat. Et on réfléchit peut-être à faire des petits, comme il existe des quarts d'heure sécurité le matin sur nos chantiers, on se dit pourquoi pas aussi faire des quarts d'heure fresques en se focalisant sur un des points de la fresque, un des sujets de la fresque. Voilà, mais c'est un sujet qui est en réflexion, on n'a pas encore de réponse. Je pense qu'on va évoluer doucement avec du test and learn et puis on s'adaptera. C'est sûr que c'est toute une organisation. Hier, j'ai été formée dans une usine. Alors, c'était pas la fresque parce qu'on n'avait qu'1 heure avec eux, mais il y avait tout un roulement pour pouvoir assurer que les gens sortent de leur poste pour qu'on vienne leur parler de RSE et de la stratégie de l'entreprise. Et du coup, forcément, c'est un peu d'organisation. C'était des intérimaires qui venaient là pour pouvoir remplacer ceux qui partaient de leur poste. Enfin, ça peut être un peu lourd comme organisation, mais c'est vrai que le faire sur un temps un petit peu plus court, sur les petits moments comme ça peut être un moyen d'avancer. Céline, est-ce que tu as d'autres témoignages que tu veux partager ou des petites choses aussi que tu as vues, des lumières qui se sont éclairées quand tu as fait les débriefs de la fresque avec des entreprises, des membres de CODIR et des déclencheurs en fait, pour faire évoluer après l'entreprise sur le sujet, ce qui répondrait un peu à la question. Oui, on va essayer de répondre à tout ça. Donc je rejoins Virginie et Alison, souvent le facteur temps est celui qui crée des frictions des fois sur le déploiement de la fresque. Et je dirais pour répondre à ça, comme à plein d'autres enjeux qu'on pourrait rencontrer, la clé de succès ultime, c'est vraiment d'embarquer le management, quoi. Parce que c'est sûr que pour libérer du temps à un moment, il faut que ça. Donc embarquer le management, que ça devienne même un critère d'évaluation, de performance des collaborateurs, avoir fait une fresque sur une période donnée, par exemple. Ce sera ça qui permettra de dégager le temps. J'ai eu même des cas, donc là, Virginie nous parlait du cas de comment on fait sur les chantiers. Moi, j'interviens pas mal sur des entreprises du digital, où ils ont, parfois c'est des petites entreprises, ils ont un service client, mais ils ne peuvent pas avoir tout leur service support client qui en même temps fait une fresque. C'est pas possible, il faut qu'ils restent actifs devant leur écran. Et donc du coup, on ne pouvait pas faire un grand événement avec tout le monde qui fait la fresque en même temps. On a dû programmer ça de sorte que l'activité de l'entreprise continue quand même pendant qu'il y a une partie des collaborateurs qui font leur fresque. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est quelque part comment trouver le moyen de déployer la fresque dans les conditions qui vont être efficaces pour l'entreprise. Donc c'est un exemple, mais je suis sûre
donc il y en a plein d'autres. Et en termes de déclic, là aussi, ce qui est magique, c'est quand on arrive à éclairer justement des managers. Et souvent, le schéma un peu roi, c'est que vous avez donc un collaborateur qui est déjà sensibilisé, qui amène cet atelier, qui réussit à le faire tester justement à des personnes du leadership. J'ai eu le très bon exemple avec Mélanie Gancel, avec qui on a travaillé chez Google. C'était exactement ça. Le chemin, ça a été qu'elle a découvert l'atelier dans un atelier que j'organisais grand public. Elle était déjà impliquée sur ces sujets chez Google. On a fait un atelier test avec une personne de l'executive leadership. Et ensuite, on a fait, donc elle a dit mais c'est sûr qu'il faut le faire, il faut le déployer, etc. Je ne sais plus quels étaient les termes exactement ce moment-là. Et ça nous a amené à faire des ateliers pour tout le comité de direction de Google France, où là, on a eu des verbatim du type, il y a un avant, il y a un après. Et derrière, ça a permis de dégager du temps et des objectifs donc, pour cette personne responsable et pour pouvoir ensuite former des personnes à l'animation au sein de Google et ensuite avoir des objectifs de type toucher 700 personnes, la moitié des collaborateurs de Google France qui vont faire l'atelier en un an. Et on espère plus encore après. Je crois que maintenant, ils développent à l'international. Donc c'est ça, c'est-à-dire, est-ce que c'est la façon dont on amène le débrief? Il y a plein de choses qui peuvent jouer, je pense qu'on a tous entendu des choses et il y a quelque chose qui clique. Savoir quoi, je sais qu'il y a les moments où on partage les grands ordres de grandeur, pour moi en général c'est ça qui fait le déclic, quand on explique c'est quoi 2 degrés et que tout fait sens, on vient de comprendre les mécaniques, on fait le lien, etc. Je pense que c'est ces moments-là qui font des déclics. Et après, comment on emmène à ce que ça change la boîte. Donc il y a déjà une grosse partie du travail qui est faite une fois que ce déclic arrive chez ces gens-là. Donc notre mission à nous, c'est vraiment d'aller là. Et dans le débrief, du coup, on va les chercher loin. On va leur dire, ok, on peut réfléchir à ce qu'on peut faire dans notre quotidien, bien sûr. On peut chercher à ce qui doit être changé dans le quotidien de l'entreprise. Mais est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à certaines choses sur la stratégie de l'entreprise? C'est des choses qu'on ne voit pas forcément bien, ce n'est pas des grands discours qui sortent tout de suite, ça prend du temps, mais je peux vous dire que oui, il y a des réflexions qui s'amorcent, en particulier grâce parfois à ces ateliers, la fresque du climat, quand on dit il y a des choses à voir sur votre stratégie et que ces gens-là, ils percutent très vite. Super. Peut-être juste pour rebondir par rapport à la question, justement, comment ça a transformé aussi les entreprises et pas juste les personnes. Je pense que la fresque, c'est nécessaire, mais c'est sûr que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, il faut que ça vienne d'en haut, il faut qu'il y ait une stratégie, une ligne directrice. Et nous, en fait, l'idée au départ de former les consultants, c'est que finalement, c'est les consultants qui créent nos offres, nos propositions de valeur qu'on vend à nos clients. C'est-à-dire que si même les consultants, si la base qui réfléchit à ce qu'on va proposer comme méthodologie, etc., à nos clients, ils ne sont pas sensibles à ces enjeux, c'est sûr que nos offres, elles transpireront jamais ces sujets-là. Et donc le parti pris, c'était de se dire, si déjà nos consultants sont sensibilisés à tous ces enjeux, nécessairement dans la façon dont ils vont construire les propositions de demain, petit à petit ça va s'infuser et ça va se répercuter sur ce qu'on propose à nos clients. Et c'est un peu un effet boule de neige en fait, parce que la fresque c'est qu'un début. Nous, je sais que depuis la fresque, il y a plein d'initiatives qui se lancent à droite à gauche. Là, je sors, on a fait 3 semaines je ne sais pas si vous connaissez le challenge de ma petite planète, où pendant 3 semaines, du coup, on était par équipe et donc on s'est lancé des défis, on devait poster des photos pour montrer, regarde comment j'ai bien fait mes courses, j'ai acheté que du bio, du local et en plus c'était de saison, et tout ça sans sac. Il y a plein de petites initiatives comme ça qui se créent. Nous, on a aussi ensuite des alors je sais pas comment, on appelle ça des inventons pour faire le lien avec les fresquetons, c'est ça que vous appelez. Où en fait, l'idée, c'est de se dire, on réfléchit à des thématiques pour essayer d'apporter davantage de valeur, soit pour nos collaborateurs, soit pour nos clients. Et donc, typiquement, là, on a fait une session il y a quelques semaines où une des thématiques, c'était le sustainable. En se disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de différenciant à nos clients au travers de nos projets.
Donc voilà, donc en fait, ça amène plein de nouvelles initiatives, de nouvelles réflexions. Mais par contre, ça ne va pas sans une ligne directrice qui vient du top management. Nous, on a un objectif net zéro. Bon, bah, voilà, on a l'objectif. Maintenant, il faut aussi opérationnaliser le système pour faire en sorte d'atteindre ces objectifs. J'ai aussi une entreprise qui avait justement fait faire la fresque à tous les collaborateurs qui étaient dans un parcours un petit peu d'intrapreneuriat. Donc, il les accompagnait en fait sur des idées ou des démarches pour créer des nouveaux projets ou des nouveaux business dans l'entreprise. Enfin, c'était dans une démarche vraiment complètement d'innovation. Du coup, dans le parcours de base d'accompagnement de ces intrapreneurs, il y avait la fresque justement qu'on a pu dispenser et qui du coup a vraiment permis de faire prendre conscience en fait à un certain nombre de ses collaborateurs des grands enjeux. Et du coup, c'est exactement ça. Ça a complètement infusé du coup les idées qui sont sorties et aussi la façon dont ils ont voulu les déployer. Si je peux rajouter d'ailleurs une anecdote qui répond à la question du temps. Moi, j'ai fait découvrir comme ça à l'atelier une connaissance qui était donc PDG d'une entité dans une grande banque qui est en fait d'ailleurs partenaire de la COP26, donc il y avait un petit enjeu quand même. Et donc c'était des sujets qu'ils avaient déjà, ils voulaient se former, ils étaient en train de former les managers à ce sujet-là. Et donc elle découvre l'atelier avec son équipe de management et en fait elle me dit mais en fait c'est hyper efficace parce que comment on peut se former au climat en fait aujourd'hui, il y a d'autres programmes qui existent, mais qui peuvent durer 16 heures, qui peuvent être je suis devant mon écran et puis je prends ça tout seul, pour le dire comme ça. Et elle m'a dit non mais en fait c'est ultra efficace. En 3 heures, j'ai compris la pleine essence du sujet. Et du coup, c'est devenu, désolé, ça me vient en anglais, un no-brainer, c'était une évidence, pardon. Fallait pas que ce soit uniquement le management qui fasse des formations de telle ou telle université qui durent 16 heures, qui sont très 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 chères. Tout le staff, 450 personnes, vont le faire en 2 mois parce que c'est ultra efficace et au moins on est tous au même niveau. Donc si vous arrivez à convaincre comme ça que en fait c'est hyper efficace, il faut tester un peu l'outil pour s'en rendre compte, mais ils vont voir que si vous avez un enjeu d'acculturation, de formation de vos collaborateurs, c'est probablement ce qui ira plus efficace pour y aller avec beaucoup d'ambition. On a le temps de prendre quelques questions. Oui. Merci. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des personnes, soit au niveau du CODIR, soit au niveau des collaborateurs, qui après avoir fait la fresque ont jugé que l'ambition ou les moyens ou la stratégie de l'entreprise n'était pas du tout à la hauteur des enjeux et du coup éventuellement d'avoir créé un hiatus chez eux avec finalement peut-être le vertige de ne pas pouvoir réconcilier cette prise de conscience avec les moyens dont ils disposent pour faire avancer l'entreprise dans la bonne direction. Ça vous est arrivé ? Non, pas encore. Non. On n'est peut-être pas assez mature dans le développement, hein, mais ça ne nous est pas encore arrivé. Alors, j'avoue, nous non plus, ou peut-être, mais en tout cas, ça n'a pas été partagé publiquement parce qu'il y a peut-être aussi des craintes qui peuvent être personnelles et dans le monde de l'entreprise, où quelqu'un, en tout cas membre du comité de direction, n'a peut-être pas forcément envie de s'épandre là-dessus, mais en tout cas, ça n'a jamais été quelque chose qui nous a été partagé. Après, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand on fait le débrief de la fresque, on a quand même beaucoup de retours sur le côté ça fait peur. Nous, on a des consultants qui disent c'est vrai qu'à la fin, c'est un peu anxiogène quand même. On se dit, ça y est, on y est, faut vraiment faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'on avait décidé à la fin, de plutôt finir sur une note sur c'est quoi les choses qu'on a envie de mettre en place. Alors, encore une fois, ça reste des choses dérisoires à l'échelle du global. Mais du coup, on finissait là-dessus. Et c'est vrai que, de notre côté, en tout cas, côté CODIR, leur objectif, c'est plutôt de le porter via
nos offres, nos objectifs net zéro, en se disant on agit à notre échelle du mieux qu'on peut. Donc nous typiquement là sur nos projets, on a maintenant un calculateur d'empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on demande à chaque à chaque manager de projet de compléter un questionnaire pour dire c'est quoi les trajets que font vos collaborateurs, est-ce qu'ils le font en train, en taxi, en avion, est-ce que vous vous engagez à manger végétarien la semaine ou pas, enfin voilà, vraiment des questions pour essayer de calculer, pour essayer de réduire un maximum. Et donc maintenant, quand on vend des propositions commerciales, nous en interne, alors aujourd'hui on ne l'affiche pas forcément encore complètement auprès de nos clients, mais donc du coup on se donne ce genre d'objectif nous en interne en se disant on essaye de réduire au maximum l'empreinte carbone de nos projets. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont faites, ça reste à l'échelle de ce que nous on est capable de faire, et après on essaye d'avoir un impact au travers de ce qu'on va proposer chez nos clients. Après c'est sûr que je pense qu'on pourrait toujours aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, mais je pense qu'il y a aussi un temps d'appropriation. Aujourd'hui en tout cas, quand j'écoute les discours, on est beaucoup plus loin que ce qui était il y a 1 an avant d'avoir commencé la fresque. Il y a vraiment un changement. Au début, moi, je me souviens, on me disait, mais toi, t'es l'ayatollah de l'écologie, vraiment, tu fais tout bien, machin, mais en fait, c'est impossible ce que tu fais. Et sauf qu'aujourd'hui, les gens ne rigolent plus de ça. C'est plutôt, que tu peux nous montrer comment tu fais, est-ce que tu peux... plutôt dans, on comprend, on sait que c'est important et on a envie de s'inscrire dedans. Et plus dans, en fait, c'était toi avant qui étais un peu en décalage par rapport aux autres. Donc voilà, je pense que ça prend du temps, ça va peut-être pas assez vite par rapport aux enjeux, et puis surtout quand on voit qu'il y a des rapports qui fuitent un peu et qui peuvent faire peur, mais je pense que c'est quand même bien engagé. En tout cas, moi j'ai plutôt envie de retenir le côté positif de la transformation culturelle. Vas-y. Je peux apporter un dernier éclairage, un peu basé en partie sur mon expérience personnelle, parce que moi j'ai pris conscience du sujet avant la fresque du climat. Donc j'étais toute seule et j'ai fait le point sur où j'étais dans mon parcours professionnel et je me suis dit non, ça va pas être possible, et du coup je change, je quitte ma boîte et je trace un nouveau chemin. Et ce qu'on voit en fait quand on fait des fresques, c'est la force de la fresque en fait, c'est que quand vous prenez conscience du sujet, notamment quand vous êtes avec vos collaborateurs ou dans un contexte où vous connaissez les gens autour de vous qui le font, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Au moment où vous prenez le constat, où ça s'ancre un peu plus fortement. Et donc, vous avez l'opportunité de continuer à en parler et de réfléchir aux solutions. Et donc, on a beaucoup moins, je pense, du coup, le cas de la personne qui se dit mon entreprise va peut-être pas dans cette direction et en plus, elle fait rien. Puisqu'en fait, vous êtes en train de faire ce constat, et dans le cas d'une entreprise, donc avec vos collaborateurs, et donc des quelques échos que j'ai pu avoir de personnes qui se posaient des questions de cette nature-là, en fait, on peut les encourager à dire, regarde, déjà ton entreprise, elle est en train de se donner les moyens de vous acculturer. Deuxièmement, tu n'es maintenant plus seul pour mener des actions et essayer de voir comment vous pouvez changer les choses. Donc c'est en fait un super outil pour éviter une déperdition des talents qui sont dans les entreprises, et c'est au contraire de les canaliser vers et quelles actions on va pouvoir mener. L'entreprise, elle n'a pas forcément, très rarement, la réponse tout de suite à qu'est-ce qu'il va falloir faire. Mais par contre, si elle a mobilisé ses collaborateurs autour du sujet, il y a déjà une bonne partie du travail qui est fait pour essayer de voir comment on va se transformer, et donc vous pouvez devenir acteur de ce changement. Donc en ça, c'est vraiment aussi un super outil. Ouais, je pense que ce qu'il ne faut pas négliger, c'est justement l'après, en fait. Parce que si on fait juste la fresque, mais que derrière, il n'y a rien qui se passe, probablement que ça crée un effet un peu encore plus déceptif pour les personnes de se dire, ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant s'il n'y a rien qui bouge, et c'est un peu le sens de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça va forcément créer des frustrations. Donc, pensez aussi à du coup, comment on anime l'après et comment on construit du coup, ce changement dans l'entreprise. Mais je crois qu'on anticipe un peu sur la conférence d'après. Alors, il y a une question tout au fond. Oula. C'est quoi votre conseil pour présenter les ordres de grandeur au niveau du débrief ? Puisqu'on parle évidemment souvent du 2 degrés, 12 tonnes de tonnes, qui lui est centré sur l'empreinte carbone individuelle. Donc je pense que c'est bien aussi de le faire à l'entreprise, puisque là on touche à la fois les gens en tant que citoyens et à la fois dans leur métier. Mais par contre, quel préco pour parler un petit peu chiffres, ordre de grandeur pour l'entreprise ? Est-ce que c'est de partir sur le bilan carbone et de se dire on vise moins 6% par an ou des choses comme ça ?
C'est vrai que je parlais de l'outil de l'atelier Inventons nos vies bas carbone tout à l'heure, qui nous a juste servi récemment et que moi personnellement j'ai découvert assez récemment, et qui nous a servi à illustrer effectivement les ordres de grandeur pour l'individu ou le citoyen qu'on est tous autour de la table, et ensuite à pointer du doigt en fonction de l'entité qui exerçait cette fresque-là, de voir comment on pouvait faire et de réfléchir ensemble à ce qu'on pouvait faire en l'illustrant potentiellement avec la stratégie climat et les objectifs qui avaient été mis en place ou qui avaient été énoncés par cette entité-là. Nous, c'est une façon toute neuve qui a bien fonctionné les 2 dernières semaines, donc on va probablement continuer dans ce sens-là. Dans ce qui me concerne, quand j'ai l'occasion, j'essaie effectivement de récupérer les informations des bilans carbone de l'entreprise ou de la collectivité, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, sur des territoires par exemple, parce que tout de suite ça permet de projeter les participants. Donc ok, du coup c'est à ça qu'il va falloir réfléchir. Donc c'est tout de suite beaucoup plus actionnable. Mais si on n'a pas ces chiffres-là, ça n'empêche pas, parce que ils connaissent bien les participants connaissent bien leur entreprise. Peut-être qu'ils viennent de comprendre ou peuvent peut-être se trouver des postes d'émission qu'ils n'avaient pas forcément en tête grâce à la fresque, et du coup c'est pas grave, on va amener cet apport-là. Donc on peut très bien faire un atelier intéressant, actionnable sans ces chiffres, mais c'est vrai que si on les a, c'est quand même tout de suite plus parlant, surtout s'il y a des surprises pour les participants. Donc articuler la fresque avec une stratégie et si possible même déjà donc des chiffres sur l'impact de l'entreprise, c'est un impact démultiplié, c'est sûr. On a le temps encore pour une ou 2 questions. Il y avait une jeune fille là-bas. Bonjour, merci pour vos échanges, vos retours d'expérience. Je vous ai entendu dire, Céline, si vous arrivez à convaincre, est-ce que vous pourriez nous dire concrètement, si vous avez expérimenté être en face d'une direction, comment les convaincre justement que la fresque du climat est un outil qu'on connaît et qui est très, très puissant? Voilà, ma question c'est vraiment comment convaincre. Merci. Alors, comme tout message, il faut savoir à qui on parle. Donc, mieux vous savez quels sont ce qui peut résonner avec votre interlocuteur, mieux vous saurez trouver les bons arguments. Mais parmi ceux qui me viennent en tête, il y a donc l'efficacité de l'outil dont j'ai parlé tout à l'heure. Si c'est des personnes qui savent qu'elles veulent déjà se sensibiliser, eh ben, celui-ci sera parmi les plus efficaces, les plus scalables, les plus immersifs aussi qu'on peut avoir, à ma connaissance en tout cas, et je pense à la connaissance de plein de gens. Donc l'efficacité de l'outil, sa capacité vraiment à passer à l'échelle si vous avez besoin d'emmener tous vos collaborateurs. Ensuite, il y a souvent faire comprendre à la direction en quoi ça peut être stratégique pour eux. Donc par exemple, je sais que chez Google, il y avait les commerciaux, ils commencent à avoir des questions sur quel est l'engagement de l'entreprise. Donc montrer qu'il y a des actions qui sont en œuvre, que les personnes sont formées, sont simplement crédibles pour parler de ce sujet, et ça a de la valeur. Et après, il y a des vrais enjeux, des vrais risques et des opportunités pour les entreprises à bien comprendre ce que c'est ce sujet du climat. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est rarement l'objet d'une entité, d'une équipe dans l'entreprise, ça doit être transversal. Et donc, on a besoin d'outils comme cela pour acculturer, mais c'est sur des projets qui vont peut-être être plus long terme. C'est pas la fresque du climat, je pense qu'on l'a dit sous différentes façons, ça ne va pas être un quick win. C'est efficace, mais ça peut être que la première pierre de quelque chose de plus important. Et cet outil-là, donc, il est particulièrement efficace. Et en plus, il va amener autre chose que la connaissance climat. Donc, voilà. Et ça répond à plein de besoins sur l'entreprise. Donc, sur la réponse par rapport à ses clients, sur l'engagement des collaborateurs aussi, qui peuvent avoir besoin de ça parce que c'est des choses qui, eux, commencent aussi à les questionner. Sur la marque employeur, pour recruter des personnes maintenant, pareil sur cette question de sens pour les jeunes talents, ça devient essentiel. Donc il y a toutes ces choses-là. Maintenant ça reste
du discours, on peut être très efficace. Et après, le meilleur moyen, c'est de faire tester. De faire tester l'atelier. Et en général, ça marche bien. Une dernière question. Il y en a deux. En fait, on a entendu plusieurs fois parler de petits pas. Et c'est vrai que moi, à l'issue de fresques, j'ai déjà entendu parler de petits pas. C'est-à-dire qu'à la fin de la fresque, les gens peuvent potentiellement s'être pris une claque. Et dès qu'ils commencent à discuter entre eux, ils reviennent sur les petits pas. Mais les petits pas, ce n'est pas ce dont on a besoin. Donc pourquoi est-ce qu'à l'issue d'une fresque, il n'y aurait pas des gens qui diraient « ben oui, ça y est, c'est terminé, je ne prends plus l'avion ». Pourquoi est-ce que ça devient complètement quelque chose... Enfin, c'est comme si on était dans la projection, voilà, on y est. Puis tout d'un coup, on revient à la réalité. Non, on ne va pas faire ça, on ne va pas devenir végétarien, on ne va pas arrêter de prendre l'avion. Alors que c'est quand même vers là qu'il faudra aller. Alors, moi, à titre personnel, je trouve que il faut un certain temps avant de s'imprégner de toute cette information et de changer ses modes de vie. Aujourd'hui, moi, je suis dans cette dynamique, mais ça fait peut-être 6-7 ans que j'ai commencé à me poser ces questions. Donc, je pense qu'il y a même 2-3 ans, il y a des choses que je ne fais plus du tout aujourd'hui que je faisais encore il y a quelques années. Et je pense que malheureusement, comme toute transformation culturelle qui est quand même très profonde, on est en train de parler de changer nos modes de vie, on est tous nés, pas tous, ça dépend, mais dans un monde de surconsommation où l'avion est devenu quelque chose de complètement démocratisé. On a eu accès à tellement de choses que c'est très difficile de maintenant se restreindre à toutes les choses qu'on nous a données. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui se fera, mais ça prend énormément de temps. Pour moi, c'est un changement culturel qui met du temps, quoi. Et nous, on a déjà essayé, typiquement, le côté on arrête l'avion pour tous les déplacements professionnels. On y arrive avec certaines populations, mais il y a toujours encore des gens qui trouvent une bonne excuse. Ah bah oui, mais sinon, je ne peux pas faire l'aller-retour. Il y a toujours une bonne excuse. Donc, il y a des gens qui, petit à petit, vont le faire, mais ce n'est pas du jour au lendemain, sauf si, dans ce cas-là, il y a une directive de l'entreprise, mais c'est aussi très difficile à prendre parce que d'imposer quelque chose du jour au lendemain, il faut pouvoir aussi l'assumer. Et donc, moi, je pense que là, ça vient tout juste de commencer, mais ça ne veut pas dire que d'ici 1 an ou 2, ce ne soit pas le genre de décision qui arrive. Mais je pense que du jour au lendemain, ce serait trop brutal pour être vraiment accepté. Mais après, c'est mon avis. Ouais, une toute dernière alors. Une question très pratique, mais quand on parle effectivement de faire cette expérience pour une personne dirigeante, de faire la fresque une fois, quel est le format que vous conseillez? Quand on est en déploiement, on peut faire une fresque avec des personnes de son entreprise, mais une personne qui serait un peu isolée, à qui on veut faire découvrir, est-ce que des formats de fresques grand public, est-ce qu'il y a un format qui permet de quand même toucher du doigt les enjeux de se projeter dans l'entreprise? Oui, tout à fait. Donc, il y a en plus des ateliers grand public, l'association organise à présent ce qu'on appelle des ateliers inter-entreprises dédiés à amener les spécificités qui seront utiles pour le contexte de l'entreprise. Donc ça vous permet en fait, vous si vous êtes seul ou avec juste un autre collaborateur, vous ne pouvez pas faire un atelier dédié, en tout cas pour démarrer, dans votre entreprise. Vous allez pouvoir être avec d'autres professionnels qui viennent avec cette démarche de comment je me saisis de cet outil dans le contexte professionnel. Et donc ce sera non seulement enrichissant sur l'aspect professionnel, mais vous aurez aussi les perspectives des autres entreprises qui sont peuvent toujours être intéressantes. Donc ça, c'est sur le site de l'association. Vous pourrez chercher dans Vous êtes une entreprise, je crois, et vous trouverez là quelques informations. Sinon, on est là aussi pour répondre à vos questions après. Et il y en a assez régulièrement, donc c'est assez facile de trouver un créneau pour pouvoir participer, je pense. Un dernier petit tour de table, ouais. Du coup, j'avais une dernière question pour nos intervenantes. C'est quoi votre prochaine fresque? Je me lance. Elle aura lieu la semaine prochaine et c'est pas n'importe quelle fresque pour nous en tout cas, puisque ça fait 1 an qu'on
qu'on reporte la date sans cesse et on va faire la fresque à notre direction générale. Donc il y aura 11 patrons qui seront présents autour de plusieurs tables pour faire la fresque, comme les 1200 collaborateurs du groupe qui l'ont déjà faite. Donc on attend avec impatience ce moment et on espère qu'on va être convaincant. Alors moi j'avais une autre réponse avant d'arriver, mais depuis que j'ai entendu l'idée de la fresque à thon, j'ai trouvé ça génial. En fait nous on était en train de se questionner sur essayer de recréer un événement à la rentrée, parce que bon je pense que là avant les vacances tout le monde est un peu fatigué, donc on va continuer le rythme des fresques habituelles. Mais je pense que du coup à la rentrée on va essayer de mettre en place un événement un peu plus gros que ce qu'on avait fait la dernière fois sous l'idée de Virginie, et donc je pense que c'est une fresque à thon qu'on animera. Et alors en ce qui me concerne, ma vraie toute prochaine fresque, c'est une fresque Agrialim, parce qu'en fait il y a plein d'autres fresques qui existent et celle-là elle a lieu lundi. Mais ma prochaine fresque du climat, c'est la semaine prochaine avec le CNFPT, Centre de formation des agents publics des territoires. Donc très intéressant aussi. Bon, et puis moi j'en ai une quarantaine qui m'attend, parce que si je veux avoir formé tout Greenflex d'ici la COP26, il y a encore un petit peu de boulot. Mais je vais vous partager une autre fresque que je vais faire, parce que je vais aller dans la classe de mon fils qui a 10 ans. Et donc du coup, on va déployer la fresque aussi avec sa classe. Donc voilà, c'est aussi une façon de contribuer à sensibiliser aussi les jeunes générations. Et on sort un petit peu du domaine de l'entreprise. Un grand merci à vous trois. Merci à tous Marlène pour vos questions et vos participations. Et à bientôt. Merci beaucoup à toutes les quatre pour vos interventions. Juste avant que vous quittiez la salle, je laisse la parole à Emmanuel Sibla, qu'on va pouvoir retrouver à 16h et qui va vous parler d'un autre vecteur de sensibilisation.